One of them is how do you make the linkage from documentation to stewardship at a local level, especially for people like Dr. Nagy and Dr. Guri and also Dr. Bokbut. The second question kind of connects their work. These are practitioners who work on the ground, and the panel we had early on this morning, and it's about, as practitioners, what would you like donors to think about when they are giving their grants? Thank you. So first, to create connection with local communities takes time. So you need to spend times with local communities. So most of the time, you think you can do it quicker, but it's not the good way. Because if you arrive about a question of heritage, it's why you are coming in an area when you are a foreigner of this area to speak about the heritage of this area. It's because you think it's quite important to learn about this heritage. Because in this heritage you have probably a lot of paleo innovations, a way to think a different process about our development, and to think about resilience. Because actually our society is not resilient anymore. And actually the richest country, they start to have a decrease of their life expectancy. So maybe we need to think if we have another way to improve our own society and how a remote area, local communities can teach something to the rest of the world. On the other hand, the people needs to be listened by foreigners to explain what they want to say to the humanity, because they are really far. And if you are not going to listen other people, at the end you have Daesh. Because the reality, we spend a lot of money in heritage, but in a few days, some people just decide to destroy it. Why? Because they are fed up with us. Because we never talk to them. Because we never integrate them. So for the second question, what I want about donor, stop to lie. Because actually, most of the donors, they are going to organize a system very difficult for communities. If you want to write a theory of change, when you want to present a project, you need to learn how you are going to write it. So if you want to involve different students from other countries, you are just to organize workshop with the students, and after you can explain them what you want about criteria. Because when we say, what is the impact? Well, come on, most of the time, the people who are going to speak about impact, they say, if it's going well, we are going to have this impact. But the reality is today, we are working in countries who are very weak. And if you start to speak about an impact, a real impact is 5 years to have a social change. Okay? So most of the programs you are going to finance for 1 year, 2 years. So where is the problem? The problem is we say we are going to give money to the people, but not in the good way to help them to have a social change. First. The second point, we didn't have very simple rules to make all the people able to work with you, because we create very, very complicated document to fill. Why?
just to lose time in administration. So now, if you want just to say, because we have not that much money, because we're sure that all we have to repair about, like in Syria, is not going to be 30 million euros that we are going to repair heritage in Libya, heritage in Syria, heritage in Iraq. We need to think that we are going to work for more than maybe 20 years. After the World War I, when Rockefeller started to finance the French heritage, to rebuild Reims, it was a lot of money, much more than today. So, and it was very simple. So maybe we have to come back to very simple rules, to be more integrative with the people, and to work with them. Because if we don't do that, it's useless. What you are going to create anger. You are going to create not people who are going to want to preserve the heritage, but they want to destroy it. Donc, concernant la connexion entre les équipes archéologiques sur le terrain avec les communautés locales, en fait, nous sommes convaincus que la recherche fondamentale qu'on fait ne doit pas servir uniquement dans un cadre académique. Il faut que ces recherches sur le terrain servent aussi à la sensibilisation et au développement local. Donc, on est convaincus de cette approche. Ce qui fait bien sûr, malgré donc, le temps limité dont on dispose quand on part sur le terrain, donc généralement, quand on part sur le terrain, on a entre 3 et 4 semaines de terrain, et donc on essaye de réserver un peu de temps à la communauté locale. Donc, ce qui fait, on organise des ateliers, on fait des conférences dans les collèges, les lycées, on fait des expositions pour sensibiliser, et aussi on engage la main-d'œuvre locale pour qu'ils puissent voir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est la main-d'œuvre locale, quand on engage une vingtaine d'ouvriers dans un site archéologique, c'est les meilleurs ambassadeurs, c'est eux qui vont rentrer chaque soir dans le village et rapportent ce qu'on fait. Donc ça, c'est très important. Et donc de là, justement, à les intéresser, parce qu'ils savent que la recherche fondamentale qu'on fait au départ, c'est eux qui vont recueillir les fruits plus tard. Donc c'est indispensable. Et c'est grâce à ça qu'on a une entente entre les équipes archéologiques et les populations locales. La deuxième question concernant qu'est-ce qu'on attend des sponsors, donc ceux qui étaient donc les organisations qui financent justement le terrain. Donc et il faudrait que nous, équipes archéologiques, on n'a pas cette habitude de travailler avec les financeurs. Donc on se contente de petits financements. Imaginez par exemple une mission de terrain avec une quinzaine d'individus, avec toute la logistique. Donc nos budgets sont situés entre 20 000 et 30 000 euros. Donc c'est très peu par rapport justement. Et donc, nous on demande justement à ces organismes qui financent. Donc c'est pas à nous d'aller vers eux, mais aussi il faut qu'eux fassent l'effort de venir vers nous. Par exemple, nous, on est sur le terrain, bien sûr, on manque de beaucoup de choses, donc le financement dont on dispose n'est pas suffisant, mais on n'est pas habitué justement à monter des projets pour demande de financement. Donc, ce qui fait, il faudra nous initier, il faudrait qu'eux qu'ils viennent vers nous, parce que nous, on est sur le terrain. Donc, et donc, ce qu'on demande donc, est facilement chiffrable, et donc à travers donc, cette collaboration, on peut arriver à de bons résultats. Plus précisément sur la Syrie, je pense que sur le lien avec les communautés locales et nos partenaires locaux, il y a deux aspects. Le premier, il y a l'écoute. Quand je dis écoute, ça veut dire ce que l'on nous reproche souvent, c'est de mener des campagnes de numérisation parce que depuis l'Europe, on a envie de savoir dans quelles conditions se trouve le patrimoine.
On répond à nos propres questions et pas forcément à celles qui intéressent les autorités sur place. Ensuite, il y a la question du partage. Donc effectivement, on implique également sur tous les sites, que ce soit les représentants du département des antiquités, des architectes locaux, de la main-d'œuvre, quand on a besoin de main-d'œuvre, on les implique. Et quelque chose qui est important pour moi, c'est à chaque fois quand je rentre dans le pays, on a un accord avec eux, c'est-à-dire que je ne quitte pas le pays sans donner copie totale des données, brutes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'en donne une copie au site concerné, à la DGAM à Damas et au bureau de l'UNESCO à Beyrouth, quand il est encore en place. Donc à voir. Et pareil, quand les données sont dépouillées, ils récupèrent en sens inverse, sachant que l'on leur laisse des outils informatiques pour pouvoir travailler ces données. Donc, tout du moins de notre côté, le volume est contrôlable et ils peuvent travailler. Ensuite, donneurs. Quand on parle de Syrie, c'est un contexte très, très spécifique. Donc, ce que personnellement, moi, j'espère des donneurs, c'est d'avoir une approche aussi flexible que la spécificité du contexte. C'est-à-dire que, effectivement, ça ne rentre pas forcément dans le cadre traditionnel, donc il faut savoir s'adapter. Si l'on regarde, par exemple, par comparaison, le secteur diplomatique, effectivement, beaucoup d'États ont fermé leur représentation, mais par exemple, la République tchèque a conservé, c'est le seul pays à avoir conservé une ambassade ouverte en Syrie et non pas à couvrir depuis Beyrouth. Ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent le régime, ça veut dire qu'ils écoutent, ils sont présents, et ils font le minimum qu'ils peuvent en étant sur place. Donc je crois que c'est un élément, si on peut trouver une approche de ce type-là aussi flexible, on peut quand même intervenir en Syrie. Thank you all for answering my questions. And Salima? Excuse-moi Nada, je crois qu'il y a une autre notion, c'est que quand il s'agit de biens archéologiques, c'est un passé lointain ou relativement lointain. Et puis, on a des pays, je pense au Maroc, au Mali, à beaucoup de pays d'Afrique, mais aussi à des pays d'Asie. Pour le Moyen-Orient, je crois que ça a été dit, c'est très particulier. Mais pour le Maroc, par exemple, on a encore, et l'enjeu est là, des populations qui vivent dans des sites qui ne sont pas archéologiques et donc on ne doit pas momifier. Et donc, l'une des difficultés que nous aurions, ça serait de faire le lien entre une vie qui est souvent subie, comme dans les médinas ou dans une pauvreté, et une vie où on aurait à réinventer avec les gens une nouvelle dignité sociale. Et si... alors, il y a différents travaux. Vous avez parlé de travaux en Syrie, en Égypte, de massacres par des personnes non habilitées. On a les mêmes actions dans le monde entier, je dirais. Et la grande différence, je crois, c'est que, par exemple, quand on travaille sur des greniers collectifs ou sur des rsours ou sur des entités toujours vivantes, on n'est pas dans des perspectives qui, aujourd'hui, en Europe, sont terminées. On est plutôt comparable à... je ne sais pas, c'est comme si on utilisait pour l'Europe un cloître qui serait toujours avec un monastère, par exemple, ou en Grèce, ça serait comparable. Et donc, on a au Maroc des communautés qu'on doit aider en donnant des clés, certes, culturelles, mais aussi en montrant des voies nouvelles, peu onéreuses, des voies nouvelles pour ne pas tourner le dos au patrimoine, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais la grande tendance de beaucoup de pays, c'est de tourner le dos, d'echt ou pas d'echt, parce qu'il y a une honte, parce qu'il y a plein de sentiments. Et donc ça, c'est aussi, je pense, une spécificité que de savoir que dans certains pays, il y a un patrimoine toujours vivant et que peut-être il faut essayer de le laisser vivant. Merci Salima. Et I will open the floor for questions.
thanks a lot for the presentation. It was really nice, and we were really sad by the last presentation. I mean, very sad for the situation. My question is very technical, and although I'm not that technical in digitization, but like the three presentations showed different, I don't know if it's different techniques of documentation or not, but what my question is very simple questions. Are all these techniques very compatible? I mean, is there an easy one, a difficult one? Does it really involve high technical expertise? Are we looking for a very simple one to make it easy? Can we, I mean, all these questions for untechnical person, please, Ainana. Je crois que Laurent, I think I'm back to the first 2 minutes of my presentation where I raised some questions. In fact, all these tools technically are fully compatible. The question is, what is the objective of documentation? And then when this objective is clearly defined, you can decide to go with one or the other, or several together, according to the work you want to undertake further. At the same time, you have a question of cost, because you have the cost of the drone, but you have also the cost of the computer and the time that you need to process all the data. And it will be maybe easier now, but it depends of what you want to do, because if you have billions of points, you are going to have days and days and days and days of computing with a big, big computer before to use it. If you have, and so it's why it have a cost, and you need to say what you want to do before you start to have all these data, because you can have full of data, but you are unable to use it, or maybe it's not useful. Because, for example, if you are with a collective granaries, you have not you don't need the same details, because you have not that much very fine details on the buildings that if you are in the mosque of the 14th century in Syria, where you have a lot of details, for example. So it's why you need always to focus which kind of documentation for which kind of objectives. Concernant les équipes archéologiques, donc c'est des équipes pluridisciplinaires. Donc on travaille, c'est comme des ruches d'abeilles. Et donc il n'y a pas que le travail de terrain qu'on fait le jour, mais dès qu'on rentre le soir, donc toutes les équipes travaillent donc sur la documentation, le traitement des données. Donc tout ça nécessite vraiment un travail énorme. Et les outils techniques utilisés, c'est des outils basiques, donc simples, justement, pour tout le monde. Anybody else? Zaki? Thank you very much for an excellent panel. In fact, this panel was really great to address the title of this particular conference. I think moving from digital documentation as a tool to management, and I think the three speakers actually were addressing major issues that we were trying to address here also in the work that we do at ICRAM. First, Salima was talking about the community-based approach, and I actually want also, in looking into this, I want to underline what Bruno was trying to highlight, the clarity in the objectives of why the tools are there. I mean, the tool is a tool. And it is the clarity of the objective that is really important, that actually fits into what we want to achieve in what we call management here, in a very broad sense, if you want.
So management, community-based management is something that we are trying to promote. In the case of Youssef, we were also always talking about what they call in French preventive archaeology or cultural resource management, how we manage risks in reality of archaeological sites. In the case of Bruno, it is also how to manage recovery. I mean, what these tools will inform us how to manage recovery. What was not clear to me, and perhaps I want to ask specific questions to each speaker. For Salima, what I didn't, I totally agree with you, and in fact, all what you said was correct. But what I wanted to understand is that, what is the plan now to bring the community back to this place? Is there, I mean, you said that it's important, but what I'm trying to say, how you're going to deal with it, or have you started working on that, this community coming back to this historic area? And of course, maybe we could ask similar questions to Youssef and Bruno, in the sense how you are actually now institutionalizing perhaps this preventive archaeology method for the country. I mean, how are you dealing with that? You know, I worked in Jordan in the early 90s. There was a database called JADIS before MegaJordan, and what we tried to do is to find coordination mechanism between the different development agencies and development sectors, you know, with the Department of Antiquities in the case of Jordan. So we tried to develop this mechanism. So have you done anything related to that in Morocco? And I think, Bruno, the main question that I want to ask you is more related to the fact that now we have some documentation, especially in Aleppo. Of course, I mean, I appreciate your call for flexibility, in a way, how we deal, and maybe perhaps creativity, because this is cultural heritage of humanity. And I know there are also some other dimensions that we need to look at, and you talked about diplomacy, etc. So how do you think these tools effectively, instead of having these tools just to exhibit and show and showcase, how we can effectively work with these tools for the recovery process? Honestly, I'm not sure I have yet the answer to these questions. This is something I'm also concerned by this. We have already collected a lot. I'm not sure the data we have collected and the way we have digitized the concerned damaged heritage will allow to react accordingly. But yes, we are in this situation where currently we have undertaken a lot of work. For example, in Aleppo, these two beds, and I have showed you, we have enough material. It has been proceeded by the DGIM. They have prepared a full scheme for restoration, emergency consolidation at least. This requires very low budget, and they cannot implement it because they have not the 20, 30,000 euros, nothing compared to what we are speaking about on site. And what I can say is the sites have been, and we have some monitoring issues, of course, but these two buildings have already seen part of them collapsing during the last 2 months. And if it happens to these two beds in Aleppo, this is one issue, but it happens, the movement, structural movement, are also progressing in Bel Temple. In less than 2 months, 3 months, the Bel Temple moved for 2 centimeters. So if you know about structural pathologies, it is not a simple details. So we need to consider how we will react to if it happens. We cannot allow the Bel Temple doorway to collapse tomorrow.
moi, à l'instar de ce qu'a dit mon collègue Bruno, nous, vraiment toute la base de données dont on dispose quand on fait un travail archéologique, donc on la partage avec les autorités locales, régionales et nationales, mais aussi avec les collectivités locales. Donc c'est eux qui sont implantés sur place pour la gestion des zones où on travaille, et avec les ONG. Et c'est grâce justement à cette étroite collaboration avec les autorités locales et les ONG, les populations locales, que une des ONG, c'est elle qui a demandé le classement d'un site archéologique, Noulemta, qui a été fait en janvier 2018. Et il y a un groupement aussi d'ONG locales de Louadnoun, là on travaille avec Salima, qui a fait les démarches pour le classement de toute la vallée, les chapelets d'Oasis, en tant que paysage culturel dans la liste indicative de l'UNESCO. Et ça a été fait depuis juin 2017. Donc la vallée de Louadnoun est classée dans la liste indicative de l'UNESCO comme paysage culturel. Et donc là, ça nous donne quelques années pour préparer le dossier pour le classement définitif. Alors, on est, je disais, sur des patrimoines vivants. Et donc là, on voudrait vous montrer une vidéo, mais en attendant qu'on puisse la montrer, c'est que je ne vous ai pas tout montré tout à l'heure puisqu'il fallait finir. Et il y avait notamment un projet qu'on vient d'ouvrir et où les gens d'eux-mêmes ont réinvesti le lieu. C'est-à-dire qu'il y avait notre restauration qui touchait au grenier. Et puis, eux ont décidé de faire avec ce qu'on appelle Tiwizi, qui est une forme de travail collectif spontané. Ils se sont réunis tous et chacun a refait toute une route d'accès qui était nécessaire. Et avant les pluies. Et ça a été concomitant. Et en fait, je pense que dans un travail de bottom-up aussi, il est extrêmement intéressant de réinventer. Alors ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment des travaux, des objets qu'on a en gestion ou qu'on nous confie ou qu'on a en co-gestion, je dirais plutôt. Et donc, en fait, souvent, on évite l'approche par l'État parce que ça, on évite aussi, là, dans ces régions, on a souvent un travail avec les communes qui est intéressant parce que c'est aussi des figures, on n'a pas choisi au hasard, de personnes qui comprennent et qui partagent. Donc, il y a déjà une sélection qui s'est faite. Et en fait, ici, on a, vous allez le voir, tout de suite la population qui a réinvesti le lieu et en fin de compte qui se sent... alors, on est sur un lieu particulier qui est un Finistère, qui est une tribu qui s'origine dans ce lieu, etc. Et donc, pour ce grenier, on pense qu'il va être réinvesti dans les mêmes fonctions originelles. Et il y a d'autres lieux qui, eux, vont sans doute être transformés. Mais celui-ci, on se dirige, je pense, ça s'est déjà vu dans d'autres lieux, vers une utilisation pas touristique, mais vers un lieu d'engrangement parce qu'ils sont en montagne, pays de neige, et donc ils ont besoin de ce grenier pour, lorsque les routes sont coupées, pour manger. Donc ce lieu-là, il est réinvesti. Mais je crois qu'il n'y a pas de loi. C'est vraiment une coécriture permanente et c'est la difficulté. C'est qu'on est à un moment donné là pour donner un coup de pouce, pour accompagner, pour avoir les bonnes oreilles ou trouver les mots et pour ouvrir les yeux souvent. Et ensuite, en effet, c'est comment ça va se passer sur un plus long terme. Et je pense au Qsar Dessa. Qsar Dessa, je dis souvent la réussite, j'en ai parlé l'année dernière, la réussite de ce projet du Qsar Dessa où les gens vivent, etc., c'est qu'ils n'ont pas utilisé de matériaux exogènes comme le ciment et qu'ils sont dans des pratiques où on se réadapte et on réinvente une nouvelle vie en ces lieux. Ça existe, mais il faut donner l'idée. Et souvent, cette idée-là, elle est très difficile à faire émerger. Et donc cet accompagnement pour des sociétés qui ne sont pas des sociétés mortes, il est difficile. Mais quand il peut se faire, on est tous extrêmement heureux. Mais je ne sais pas, ça arrive une fois de temps en temps. Donc je ne sais pas si on a vu. Salima, je m'excuse, mais est-ce qu'ils sont intéressés de retourner aux villes?
Parce que dans ce cas-là, il faut bien voir que en fait, la première personne qui est interviewée après Salima, c'est celui qui a alerté Salima, qui connaît ce grenier depuis 2002. Et donc, lorsqu'il y a eu l'effondrement en mars, il demande, vous voyez l'état dans lequel il a été numérisé, et vous voyez bien que la vidéo qui est tournée donc par la télévision nationale marocaine, qui est tournée donc, début septembre, on a déjà, les travaux ont été faits à 80%. Début octobre, à 80%, avec un budget qui est un budget de à peu près 700 €. Donc, et là, vous avez donc cette personne qui est l'un des responsables, c'est lui qui a averti et qui a demandé. Pourquoi ? Parce qu'il s'utilise, et là vous avez le président de la commune, qui lui a intégré cela dans le dispositif justement du développement de la commune. Donc, en fait, sur le cadre des projets, nous on travaille énormément sur les parties prenantes. Si vous avez un site en termes de patrimoine qui à un moment donné est volontairement détruit ou volontairement laissé à l'abandon, ça signifie qu'il y a quelque part un conflit au sein de la communauté. Maintenant, il faut pouvoir identifier quelle est la nature de ce conflit et ensuite il faut pouvoir le dépasser. Bien souvent, on va se laisser dominer parce que les plus conflictuels sont des gens qui vont manipuler les haines et vont empêcher que le travail se fasse. Mais en fait, lorsqu'on a une observation sur la longue durée et surtout lorsqu'on commence à avoir une vraie discussion avec l'ensemble des parties prenantes, on va trouver une stratégie qui est une stratégie pour dépasser ce conflit et se mettre au travail. Et c'est une stratégie qui parfois est très peu coûteuse. Et en fait, la documentation n'est pas un élément qui va réduire le conflit. Bien au contraire, ça va augmenter le conflit. Parfois, et même de façon très grave. En revanche, si vous faites un entraînement sur un chantier participatif, vous allez commencer à négocier et vous allez pouvoir dépasser le conflit. Parce que vous allez voir apparaître les gens qui sont pour, les gens qui sont contre et les éléments dessus. Or, trop souvent, les projets qui sont menés s'arrêtent sur la documentation sans action. C'est normal, c'est plus simple. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on laisse le conflit ouvert. Donc, en préconisation, et ce qu'on fait toujours depuis maintenant, ça fait 15 ans, c'est pour ça qu'on l'a fait sur une vingtaine de chantiers et qu'on a un des résultats qui sont quand même énormes avec très peu de moyens, c'est qu'on n'a jamais fait de documentation sans chantier participatif. Donc résultat, on a toujours surmonté les conflits et ensuite, on a pu construire un vrai plan de gestion avec la communauté parce que les gens qui ont été impliqués dans le chantier participatif, c'est eux qui vont être impliqués dans le plan de gestion, c'est eux qui vont en prendre la protection. I think this is the last question, and then we are going to close the panel. Do you want to give him? Oh, there's. Do you want to give him the microphone? It'd be great if we can keep the answers shorter. Here. Hello. Awareness, we talk about awareness. Awareness is not enough. We have to involve the local community. We have to give them motives, hire them, training them, to give them skills. And then when the project finish, what they will do? They should have skills to feed themselves after the project finish. I think this is the sustainable work, not to just give them lectures, a lesson about heritage. Sometimes mostly it's not enough. Thank you. Okay, this is the last question we're going to take, and then we're going to close it. Thank you. Just a brief question about well, first of all, I want to congratulate the panel because I think it's a very operational panel with on hands-on and operational
experiences, and it's interesting to see these experiences from the ground. We're talking about documentation in terms of information since the beginning, but I wanted to raise the issue, and this relates to the projects in Morocco, mostly, but also to Bruno's experiences in terms of restoration, notably in Egypt, but also before. It's whether you have managed also to bring these experiences into operational handbooks or guidelines for the methodologies for restoration. And we're talking about documenting the works before, what it was existing, and eventually challenging the evolution and the pathologies. But how you had to tackle all these pathologies, many problems, many construction issues, and did you make guidelines or handbooks or documentation that can be operational for others in similar situations, and not only in Morocco, but I mean other places. I mean, we're talking about traditional techniques, and they relate to basic materials like stone, earth, and so on. And there are a few documents like that, but not very many, and not often. There are many mistakes in many of these documents. So it's interesting to confront them with the actual experiences you have, improve them, and start to share these in a collective manner. And also add these values about adapting the traditional settlements and traditional architecture. And this also relates to the many places where you have historic centers which are emptied because people don't want to live there because they feel that it's a dirty place and so on. And there are many ways to adapt the traditional architectures to contemporary needs. And there is no guidelines at the moment, no documentation to help the architects, which most often are not trained on traditional architectures, on how to adapt these traditional architectures to the contemporary needs, to change all granaries into offices. And there are many ways to tackle these architectures, but there is no documentation to assist these architectures and the architects who have to tackle this. So I'm asking whether you have done some work in these issues, well, just raising this. 30 seconds to answer the question. Quick answer, and then people can come see you later. Okay, guidelines, it could be a next step, because now we have... Ouais. En fait, on œuvre depuis 2002. Donc, on les a faites dans le cadre de projets étatiques. Donc, elles sont faites aussi par un autre organisme qui s'appelle le CERCAS, qui est un organisme étatique. Et comment ? Et si, peut-être ai-je mal compris, mais ce qui est le plus important, c'est quand même l'encadrement. Et donc, guidelines, c'est toujours insuffisant, un manuel. Et voilà, bon, mais peut-être... Je crois qu'on peut poursuivre cette conversation à l'extérieur. I think everybody is hungry. You can ask them, approach them later. Thank you.